Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Et c'est un véritable sujet pour les présidentielles. Le monde de l'automobile est-il aujourd'hui en danger? En France, moins de constructeurs, moins de garages, moins de réparateurs, moins de voitures. Comment se déplacer? On va parler des emplois, bien sûr, pour cette filière, les enjeux. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur la fiscalité automobile, sur les grands enjeux de l'automobile? Pour en parler ce matin, Xavier Oran est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Directeur général délégué de Mobiliance, donc c'est l'ex-CMPA pour les gens qui connaissaient. Absolument. Et Claude Cham est avec nous. Merci d'être là ce matin, président d'honneur de la Fédération des industries des équipements pour les véhicules. Et vos appels, comme tous les matins, vous savez que vous pouvez poser des questions ou nourrir le débat. 0826 300 300 vous attend au standard. Oui, alors ce que disait Cécile, c'est vrai qu'il y a des grands enjeux pour l'avenir du monde automobile. Parce qu'il y a l'électrique qui arrive, la voiture qui est remise en cause par certains, la mobilité d'une façon générale. Donc on est devant une grande incertitude. Et puis les constructeurs, en France, il y en a de moins en moins. On construit en fait à l'étranger. On se pose en fait beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous attendiez du rendez-vous hier avec les candidats? Xavier Oran, ensuite Claude Cham. Oui, Xavier Oran. C'était d'abord un exercice inédit pour la filière automobile qui était rassemblée hier, et c'est la première fois où la plateforme automobile pour les constructeurs, les équipementiers représentés par Claude Cham, les sous-traitants, nous-mêmes au niveau de Mobiliance et également la SIAM pour les marques étrangères, nous avions décidé de prendre cette initiative pour peser très clairement au cours de cette campagne présidentielle qui sera immédiatement suivie d'une campagne législative, comme vous le savez. L'automobile, c'est beaucoup plus qu'un actif stratégique national. C'est un moteur. C'est un moteur qui représente 1 million d'emplois directs, c'est-à-dire un Français sur 10, lorsqu'on prend en compte l'ensemble des emplois directs et indirects, c'est plus de 2 millions de personnes, et c'est aussi 87% de nos compatriotes qui prennent la voiture tous les jours. Donc c'est une réalité sociale, sociétale extraordinairement forte, que parfois, derrière certains périphériques, on a tendance à oublier. Donc il faut réenraciner autant que réindustrialiser le pays, et puis surtout avoir une vision de l'avenir des mobilités de manière pragmatique, de manière lucide, et c'était l'un des exercices, l'un des objectifs que nous avions. Alors quand vous dites 1 million en fait d'emplois directs, c'est beaucoup. Alors parce qu'on pense tout de suite automobile, on se dit bon, on voit les concessions, les garages, etc. Mais c'est beaucoup plus large que ça, hein, Claude Cham, quoi. Oui, c'est extrêmement large parce que ça va, si vous voulez, avec toutes les activités qui sont liées à ce que j'appelle la route. De l'assureur, au BTP, à la signalisation routière, etc. Sans mobilité, tous ces gens-là n'auraient pas on aurait des difficultés d'emploi dans ce secteur-là. Donc moi, ce que j'attendais hier de cet exercice, c'était de me rendre compte quel était le degré de prise de conscience des candidats à la présidentielle du danger dans lequel la filière automobile française se trouve aujourd'hui. Pourquoi vous dites danger? Parce que aujourd'hui, nous avons une transition écologique, une transition énergétique qui est décidée. Je l'accepte, et nous l'acceptons, et nous sommes... Qui est décidé, c'est-à-dire la voiture électrique. La voiture électrique, qui doit être la voiture jour, les peuples sont très soucieux de l'avenir de la planète, etc. Et on a décidé qu'il fallait aller vers l'électrique. Contact. Politiquement, c'est pas forcément les techniciens qui ont décidé. Exactement. Voilà, vous m'amenez sur un sujet favori. Donc à partir du moment où ceci est décidé, il faut après regarder comment on y va. Et il faut regarder quelles en sont les conséquences. Et moi, je cherche à comprendre les conséquences sur mon pays, la France. Je suis d'abord français, ensuite européen, et après, je regarde ce qui se passe dans le monde. Or, aujourd'hui, je constate qu'il y a des pays qui, d'abord, vont pas dans la transition énergétique avec le même pas que celui qu'on veut nous imposer en France et en Europe. Deuxième chose, je m'aperçois que fabriquer une voiture électrique, quand elle est fabriquée en France ou quand elle est fabriquée en Chine, elle n'est pas de la même façon carbonée, etc. etc. Eh bien oui, parce que quand vous avez une énergie électrique ou une énergie qui est carbonée dans vos usines et puis que vous fabriquez des voitures, vous avez plus de carbone qui est transporté que quand vous le fabriquez avec de l'énergie nucléaire. Alors, bon, vous disiez, donc on voulait voir s'ils étaient sensibilisés, s'ils connaissaient ces questions. Xavier Oran, est-ce qu'ils connaissent ces questions, alors, les candidats? En tout cas, sur le plan de la méthode par rapport à cet exercice républicain, nous avons veillé avec l'ensemble de nos partenaires à ce que la totalité des candidats disposent de manière absolument exacte et rigoureuse du même niveau de documentation sur l'ensemble des paramètres, des opportunités et des risques
dont vient de parler Claude Cham. Ça, c'est important. Vous leur avez fourni un petit... en termes de documentation, ils étaient tous sur la même ligne de départ, avec une note globale parfaitement documentée, actualisée. Et Dieu sait si, avec la crise ukrainienne, tous les modèles économiques sur lesquels nous avons élaboré des trajectoires économiques, sociales, technologiques, etc. sont clairement percutés. Donc l'automobile, ne serait-ce qu'aussi avec les niveaux des prix à la pompe, est rentré totalement, a fait irruption à nouveau dans cette campagne électorale. Et il était donc important que tous les candidats puissent disposer de sources publiques vérifiées qui leur permettent de proposer aux Français une trajectoire possible. Qu'est-ce qu'on demande finalement aux politiques ? C'est de rendre possible ce qui est devenu nécessaire. Et pour l'automobile, c'est une équation extraordinairement complexe dans laquelle les candidats hier ont dû rentrer dans cette complexité et faire part de leurs propositions et de leur vision stratégique à l'ensemble de la filière. Alors moi j'ai regardé tout ce que c'est en tout cas ces représentants, parce qu'il y avait peu de candidats et beaucoup de représentants des candidats. 9 partis étaient représentés sur 12. Absolument. Souvent, pour les partis écologistes, on revient sur... on parle pas de voiture, on parle de transport en commun. C'est-à-dire que la voiture, on a toujours ce problème de la voiture bashing, et on dit, bah oui, il faut mettre en place enfin, en tout cas des transports en commun. Aujourd'hui, le parc automobile, c'est quoi ? C'est à peu près 40 millions de voitures. Est-ce que, quand on les entend parler de rétrofit, de tout ça, est-ce que finalement, ils se rendent bien compte de l'impact que ça peut avoir, de ce que ça coûte, ce que ça va coûter aux consommateurs, ils balancent des mots, en disant on est au courant de tout, mais est-ce qu'ils se rendent compte finalement que nous, on n'est pas prêts à ça ? Bien sûr, c'est ce que je partage tout à fait, ce que vous venez d'exprimer. Il y a certains candidats, en particulier les représentants d'écologie, les Verts, etc., qui, moi, la représentante du candidat Jadot qui était là, m'a scotché sur mon fauteuil, et heureusement que j'ai de temps en temps une certaine courtoisie vis-à-vis de tout le monde. J'étais tenté de prendre le micro pour lui dire certaines vérités. Je crois que... Comme quoi, par exemple comme quoi, c'est quand on nous dit, écoutez, on va mettre tout le monde dans des bus, la transition écologique, il faut y aller parce que c'est une nécessité. C'est le quoi qu'il en coûte qui n'est pas derrière. Il ne faut pas... Faut pas se leurrer sur le parc de 40 millions de voitures que nous avons. On regarde les ventes de voitures d'occasion que Xavier Oran et moi nous suivons avec attention. Quel est le segment aujourd'hui qui augmente le plus dans les ventes de véhicules d'occasion ? Ce sont les voitures de moins de 15 000 €. Oui, c'est les petites voitures pour pouvoir se déplacer. On rapporte que c'est le deuxième poste le plus important du foyer. Il y a Annie, par exemple. Là, il y a beaucoup d'auditeurs qui réagissent. Et puis notamment à notre question du jour que l'on posait en fait ce matin, et ils peuvent continuer de voter, qui nous dit, on lui posait la question justement, comment pensez-vous vous déplacer pour vos déplacements quotidiens à l'avenir, la voiture, les transports en commun, vélo, trottinette ou du covoiturage ou autre. Annie dit, question idiote, parce que hors des très grandes villes, obligation de prendre la voiture pour le travail, mais aussi pour le moindre déplacement. Exactement. Bien sûr, je pense qu'il y a une idéologie un peu dominante qui a voulu faire passer l'idée selon laquelle il fallait imposer à l'ensemble de la population des problématiques d'hypercentres urbains. Les hypercentres urbains, les métropoles en France, c'est moins de 15% de la population. C'est ça la réalité. Donc il ne faut pas oublier notre géographie, les contraintes sociales des ménages, des entreprises. Encore une fois, on ne peut pas non plus construire une politique automobile avec les yeux rivés sur le prix à la pompe. On est toujours rattrapé, en définitive, avec des équations qui sont devenues impossibles à résoudre, parce que les finances publiques sont elles-mêmes dépendantes du budget, des recettes fiscales qui sont issues des produits pétroliers. Donc on est clairement à la croisée des chemins au niveau de la filière automobile. Je pense que nos politiques l'ont aujourd'hui parfaitement intégré. Après, il y a des divergences et des concordances sur les solutions qu'il faut apporter. Il y a des différences de nature, on vient d'en parler. Il y a aussi des différences de degré. Mais en tout cas, l'intérêt de l'exercice d'hier, c'était de le confronter à ce mur du réel. Parce que ce mur du réel, si on ne le prend pas en compte, on va taper dedans. Et le risque pour notre collectivité nationale, c'est de perdre un atout stratégique absolument clé qui, encore une fois, fait vivre un Français
sur 10 Oui. en France. Et C'est considérable. Oui, et puis, comme dit Perplexe, la voiture, c'est une nécessité, mais c'est aussi une liberté où il n'y a pas de qui dit, j'habite en Gironde, à 30 km de Bordeaux, je ne me vois pas faire autrement que de prendre mon véhicule pour aller travailler, quoi. Je ne souhaite pas devenir tributaire, par exemple, de quelqu'un en covoiturage. Allez, les solutions avec vous, Xavier Oran, Claude Cham. Dans un instant, on continue sur Sud Radio, dans un instant, autour de ces solutions. 0826 300 300, vous voulez nous parler, en tout cas débattre ou poser vos questions. On vous attend au standard, à tout de suite. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. On le sait, 9h45, les enjeux de l'automobile, c'est un enjeu important pour les années à venir. On rappelle quand même que c'est le deuxième poste le plus important dans le foyer aujourd'hui, financièrement parlant. Et pour en parler, Xavier Oran est avec nous, directeur général délégué de Mobiliance, et Claude Cham, président d'honneur de la Fédération des industries des équipements pour véhicules. Et vos appels, comme tous les matins, au 0826 300 300. Oui, si vous voulez réagir, parce que moins de voitures, moins d'usines, moins de constructeurs, moins de garages, moins de réparateurs, etc. Moins, qu'est-ce qu'il restera en fait à la suite? Alors, est-ce que vous avez quand même des solutions, Xavier Oran, Claude Cham, puisque vous avez quand même donné un certain nombre de documents aux candidats qui sont passés hier pour leur dire attention, alerte rouge, quoi. Quelles sont les pistes de solutions? Xavier Oran, ensuite Claude Cham, quoi. Et puis vous, 0826 300 300 si vous voulez réagir. Les pistes de solutions, elles sont extrêmement nombreuses et elles sont connues. Et encore une fois, elles sont documentées. Aucun politique, quel qu'il soit, ne pourra pas dire à l'avenir qu'il n'était pas au courant ou qu'il n'a pas voulu l'ensemble des conséquences, ou feindre de ne pas avoir voulu, plus exactement, l'ensemble des conséquences en termes d'impact économique, social, territorial, quand on parle des enjeux liés à l'automobile. Encore une fois, la situation est critique. Elle ne l'a jamais été probablement autant qu'aujourd'hui, pour les acteurs économiques comme pour les Français, qui doivent se déplacer, qui aiment leur liberté, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour accéder à l'emploi, à leur formation, aux loisirs, à la culture, ou accessoirement à la santé. Mais pourquoi vous dites c'est critique? Parce que pour l'instant, les gens roulent en voiture et donc ça va, quoi. Oui, bien sûr. En voiture, pas forcément produite en Europe. Claude Cham, oui, c'est ça. Oui, ils roulent en voiture, mais quand vous regardez les parts de marché des constructeurs automobiles sur la France et sur l'Europe, vous vous apercevez qu'aujourd'hui, ce qui était historiquement les constructeurs français, on parlait de Peugeot, Citroën et ont une petite moitié de parts de marché. Et progressivement, ça diminue. Progressivement, ça diminue, et les autres parts de marché ont été prises par des constructeurs qui ne produisent pas forcément en France. Il faut se rappeler que nous produisions plus de 3,5 millions de véhicules sur le territoire national, et qu'aujourd'hui, la dernière année, alors qui est une année particulière, où nous sommes tombés à 1,7 million de véhicules produits. Et à l'avenir, on risque de ne pas plus produire en France? Ça ne sera pas plus de 2 millions, parce que le marché est mature. Oui. Le marché est mature. Il ne faut pas oublier l'effet multiplicateur sur l'économie. C'est-à-dire que l'effet multiplicateur de l'industrie automobile, il est de 4. L'effet multiplicateur dans les services de l'automobile, il est de 2. Donc, l'impact positif ou négatif sur l'économie est extraordinairement important. Une chose par rapport à ce que nous avons entendu hier, plutôt pour s'en féliciter d'ailleurs, c'est de la lucidité, et il faut s'en réjouir. Le mot souveraineté a été utilisé par la quasi-totalité des candidats. J'allais dire, enfin. Parce que c'était un gros mot. C'était un gros mot. Oui, mais 100% de baisse sans éventuellement prévoir une baisse de fiscalité. Alors, c'est là où je voulais en venir. Le mot souveraineté a été prononcé par la quasi-totalité des candidats hier, avec des solutions de différence de nature ou de degré. On peut évidemment rentrer dans les détails. En revanche, le mot qui n'a pas été prononcé hier, ça m'a beaucoup frappé, c'est le mot compétitivité. Comment pourrions-nous réussir la transition écologique et la rendre soutenable et acceptée de vos auditeurs partout sur le territoire, sans marge, sans gain de compétitivité ou de productivité, sans répartition de la richesse. Et il me semble que trop de candidats hier étaient encore bien souvent dans la gestion de la pénurie. C'est pas en gérant la pénurie qu'on va trouver des solutions dans la filière automobile, c'est au contraire en accompagnant sa croissance, en l'accompagnant sur une trajectoire durable. Mais certains veulent une décroissance du monde automobile. C'est une folie. Oui, certains, mais c'est une folie. Sur la compétitivité, je serais un peu plus nuancé que mon ami Xavier, parce que Bruno Le Maire a quand même parlé de compétitivité lorsqu'il a parlé des impôts de production. C'est certes insuffisant. On a fait 10 milliards sous ce quinquennat, il faut en faire plus. 10 milliards qui viennent d'où? 10 milliards qui viennent de la baisse des impôts de production, CVAE, etc. Il en faut 30. Mais nous on plaide pour 30 milliards. Donc après, il faudra se poser la question de savoir comment on
on le finance, ces baisses. Mais la alors, c'est des baisses qui compétitivité... vont pour être très concret pour nos auditeurs, des baisses qui vont où, dans quel secteur, quoi? C'est sur la production de voitures, c'est la réparation, c'est les équipements. Les impôts de production, c'est un impôt qui est pris en haut de compte d'exploitation sur le chiffre d'affaires que nous faisons. C'est-à-dire avant que nous ayons créé la valeur ajoutée sur le territoire. Et moi, je plaide depuis 10 ans ou 15 ans pour dire, eh bien écoutez, il faudrait enlever ces impôts en haut de compte d'exploitation, quitte à, compte tenu du déficit du budget de l'État, à les reprendre une fois qu'on aura créé la valeur ajoutée. Donc, dans les remèdes pour lutter contre ça, il faut redonner de la compétitivité parce que nous avons 7 fois plus d'impôts de production que des concurrents qui nous sont très proches, que les Allemands. On comprend qu'on va construire en fait ailleurs, quoi. Voilà, que ce soit de l'équipement ou autre chose. Et les zones blanches? Alors, les zones blanches, ce qu'on appelle ces zones blanches, moi je pense que c'est quoi les zones blanches? Ces zones blanches, ce sont des zones dans lesquelles on appellerait ça des zones à fiscalité franche, spéciales pour l'industrie automobile, compte tenu de cette transition énergétique qui momentanément nous permettrait, en tenant compte, je dirais, de la réglementation européenne, libre concurrence, libre circulation, etc., pendant 5 ans, de fabriquer avec un niveau de fiscalité préférentiel pour véritablement financer cette transition énergétique vers laquelle on va. Et ça, on pourrait en faire en France, par exemple. Et ça, on pourrait en faire en France. 0826. Sous une réserve, c'est que ça soit aussi pensé à l'échelle européenne. Oui. 0826 300 300, Marc qui nous appelle de Valence. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle. Oui. Posez votre question ou votre réflexion, Marc. C'est pas tant c'est un peu indirectement une question. C'est pourquoi moi qui suis, comment dirais-je, le citoyen lambda. Attention, ça, il y a un peu d'harcèlement. Il y a peut-être un haut-parleur. Oui, parlez bien. Alors attendez, excusez-moi. Coupez le haut-parleur. Voilà, ça ira mieux. Non, il y a pas. C'est bon. Allez-y. Je comprends pas comment nos dirigeants, nos technocrates n'ont pas réfléchi à quelque chose de simple, efficace et rapide, parce que j'ai entendu parler vos invités de transition écologique, du marché de l'occasion, des statistiques des véhicules à moins de 15 000. Il y a quelque chose qui est rapide, simple et pertinent, à mon avis, c'est tous les véhicules commerciaux des entreprises légers, moins de 3,5 tonnes. Ils sont les 3/4, voire même plus, ils sont encore au diesel. Tous ces véhicules dans les entreprises, la TVA est récupérable sur le diesel. Tous ces véhicules ils sont relativement kilométrés et sont déjà plus ou moins amortis dans les bilans des entreprises. Je crois qu'une voiture légère peut s'amortir en 3 ans. Sans vouloir être trop technique, il suffirait de demander aux entreprises, vous avez 8 mois ou 10 mois ou 1 an pour changer votre parc. Passer ce délai, la TVA sur le gasoil n'est plus récupérable, ça sera la TVA sur l'essence et on vous demande de prendre des hybrides ou des électriques. Vous remettez tout ce parc qui est encore roulant pour les gens, comme tout à l'heure j'ai entendu, qui vivent quand même pour les couples à moins de 2500 euros sur le marché de l'occasion, en leur permettant de transformer les véhicules commerciaux de 2 places, ce qui est interdit actuellement, en véhicule 4 places. Vous allez dans n'importe quelle casse, vous trouvez des sièges arrière, parce que tout c'est... Vous voyez ? Et tout ça fait que... Alors, je dis pas que l'histoire, elle est bouclée en moins de 2 ans, mais vous obligez, en ayant pas une contrainte, enfin si une contrainte de délai, mais pas économique, vis-à-vis des entreprises. S'il y en a qui dérapent un petit peu, tant mieux pour l'État qui ne va pas reverser la TVA du diesel. Et c'est vrai, une vraie solution qui, je dirais, dans l'immédiateté de la transition écologique, dépanne tout le monde. C'est une piste intéressante. Marc, merci de votre réflexion. Est-ce que c'est envisageable, ça? Parce que, alors après, évidemment, tous les utilitaires, il y aurait beaucoup de changements, mais il y a des entreprises Faut-il avoir du stock c'est ça. Alors, il faut avoir du stock, et puis ensuite, il faut que les entreprises puissent se payer, en fait, ces voitures. Claude Cham et Xavier Oran. Oui, ce contre quoi il faut lutter, de mon point de vue, c'est de dire il faut une unicité de solutions face à une multiplicité de problématiques. Donc, une fois qu'on a commencé par dire ça, on a une première réponse à tout ça. Après,
suivant les problématiques de mobilité qu'on a, on peut trouver tout un tas de solutions. Ce que dit monsieur est une des possibilités. On peut avoir des suramortissements pour la favoriser, je dirais, la transition énergétique sur des moteurs hybrides ou ces moteurs électriques. On peut avoir aussi une autre solution, qui est le rétrofit, où on prend un véhicule ancien qui est avec une énergie carbonée pour l'amener à une énergie décarbonée, et après on a un amortissement nouveau qui vient, etc. Donc il y a une multiplicité de solutions qui peuvent s'appliquer à ce problème de transition. Vouloir dire, parce que le parc tel qu'il est à 40 millions de véhicules, et il faut entre 7 et 10 ans pour tout changer. Pour tout le changer. Oui. Donc c'est ça le problème. Oui. Xavier Oran. Un des points qu'on a relevé hier, précisément par rapport à la question de votre auditeur, qui est une très bonne question, c'est le principe de la neutralité technologique, précisément. Et plusieurs candidats en ont parlé, ce qui paraît être une avancée en tant que telle, mais c'est une avancée effectivement importante. Parce que beaucoup étaient partis dans une solution unique, dans une sorte de dogmatisme, de fait, donc sur le choix uniquement, exclusivement électrique. Ouais. Et hier, ce que nous avons entendu, c'est qu'un certain nombre de candidats, pas tous, plus conscients d'un certain nombre de réalités, de toutes les questions que cela pose à tous les niveaux de la filière et des consommateurs, ont clairement posé comme principe central d'une politique automobile en France et en Europe, qui est celui de la neutralité technologique. Autrement dit, d'être équidistant, comme le disait Claude à l'instant, entre les différentes solutions technologiques et énergétiques. Alors, les solutions qui peuvent être, alors il y a l'électrique, l'hydrogène, le mix, vous avec l'hybride, parce que mais il y a de l'avenir pour l'hybride. Alors, vous avez les biocarburants, biocarburants, etc. Vous avez une pluralité de solutions, et puis le moteur thermique, un moteur à combustion interne, n'a pas dit ses derniers mots. Il est en train, de s'améliorer. Il fallait arrêter 2035. 2035. Et les flexifuel. Enfin, flexifuel, c'est ça. Le candidat de la majorité présidentielle, monsieur Bruno Le Maire, en l'occurrence hier, a été parfaitement clair sur le sujet, sur la position que Emmanuel Macron souhaitait défendre au niveau européen, c'est-à-dire pas de fin des véhicules thermiques en 2035, possibilité que les véhicules hybrides continue quand même. Puisse continuer. Ah bah voilà, c'est une bonne nouvelle. Ça va en rassurer énormément. Merci Xavier Oran et Claude Cham. Donc, pour être revenu sur ce sujet, nous le traitons largement sur Sud Radio. On y reviendra jeudi, d'ailleurs, dans les vraies voix qui font rouler la France chaque jeudi soir à 19h15. Et également ce week-end dans tous nos rendez-vous autour de Mobility TV de toutes les équipes. Et aussi samedi midi avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Dans un instant, c'est Christine Bouillot. Est-ce que vos propositions sont sur votre site Mobiliance? Vous me tendez une perche. Voilà, Mobiliance. Nous avons publié ce livret au niveau de nos équipes. C'est une contribution collective avec l'ensemble de nos élus de métiers et de territoires. Mobiliance, c'est 160 000 entreprises. Ce sont elles qui font avancer le pays au quotidien. Et ce livret, effectivement, avec de la documentation que nous avons partagée avec la FIEV et la PFA, a été remis, comme je disais tout à l'heure, à tous les candidats à l'élection présidentielle, parce qu'encore une fois, il faut peser dans le débat, et seront présentés par nos élus à l'occasion des législatives. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, Christine Bouillot et Gilles Gansman reçoit notre Jacques Pessis. On vous souhaite une belle journée. À demain, salut.